Merci d'être venu. Bon, c'est là qu'on compte les amis. Ou ceux que j'ai menacés physiquement. Et le chantage affectif. Hier soir à 22h, c'était bon. Merci. Alors, je vais vous présenter très rapidement donc, nos illustres invités. Présenter vite fait les livres et ce que j'en ai aimé, et puis j'essaye de mettre des questions dans la discussion. Bérengère, quand tu le sens, tu peux lire. Ouais, d'accord. Bon, on le fait comme ça. Oui. Donc, Bérengère Cournue, l'auteur de L'Écorcobaliseur, qui est un roman, et de textes courts, alors entre la nouvelle, le conte et la fable, un joyeux mélange. Chasse la mythe. Et pour lequel Donatien Marie, ici présent, a fait des superbes illustrations. Et vous avez eu une collaboration aussi d'un autre genre sur Palabre, puisque Bérengère l'a traduit, co-traduit. Ouais, faudra qu'on en reparle. Et Donatien est toujours à l'image, et c'est beau aussi. Donc je vais commencer par Palabre. Alors, présenter Palabre. C'est une fable politique, pour moi, qui commence dans le Berlin des années 30 pour arriver en pleine guerre civile d'Amérique latine, avec des personnages particulièrement loufoques. Donc on commence par le personnage de Hirsute, qui va être le témoin un peu au fil du texte, qui est une espèce de petite chose malingre planquée dans un bordel, voilà, dans le Berlin des années 30, qui de rebondissement en rebondissement se retrouve associé à un ex-soldat de Mussolini et sa sœur, qui met en place un trafic de rousses à vendre à des nazis en mal de descendance. Enfin voilà, un truc complètement loufoque, et ces rousses, il faut aller les chercher en Amérique latine, parmi les Farrugios. Et ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le récit exotique, les tenants et les aboutissements de la guerre civile entre Farrugios et Guardanais, dans laquelle Hirsute va mettre les pieds sans trop comprendre dans quoi il met les pieds, justement. Donc on va suivre les différentes philosophies de lutte, les batailles, entre guillemets, les coups bas, etc. Donc, comment vous êtes tombé sur ce texte? Traduction libre, ça veut dire quoi? Alors, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le trottoir. En fait, cette traduction libre d'Urbano Moassir Expedit est tellement libre qu'en fait, c'est nous qui l'avons écrite. Le co-traducteur et moi, Nicolas Teinturier... Et en fait, c'est parce qu'au départ, c'était un texte donc écrit à quatre mains pendant les vacances pour occuper nos après-midi sur la plage en Corse. Et il se trouve qu'en fait, moi, j'ai pas une écriture très ancrée dans le réel et tout ça, mais par contre, Nicolas, lui, il était à l'époque étudiant en philosophie politique et tout ça. Et donc voilà, on avait envie de faire un texte qui soit à la fois loufoque d'abord, parce que le premier but de ce texte c'était de nous amuser, on n'avait pas de velléité de publier ou quoi que ce soit, on faisait ça surtout pour se faire plaisir. Et puis finalement, voilà, ça a plutôt bien marché, on est arrivé à un premier jet qui était certes pas abouti, mais en tout cas voilà, qui tenait le coup et qui faisait un roman. Et puis après, on l'a laissé un peu tomber. Et puis moi, un jour, je me suis dit, bon, bah voilà, à l'époque, j'avais déjà publié L'Écorcobaliseur. Puis je me suis dit, bah ce texte, il faut pas le laisser tomber. Et donc je l'ai repris. Et comme après, malheureusement, j'ai la manie d'écrire, réécrire, réécrire et tout ça. Et donc ça fait que j'ai retravaillé pendant 2 ans ce texte. Donc je l'ai beaucoup restructuré et tout ça. Donc pour lui donner aussi son souffle littéraire qu'il avait peut-être pas au départ. Parce que j'aime bien travailler mon écriture, la rendre assez serrée, ou en tout cas explorer les langages. Et au moment de le publier, donc j'avais présenté ce projet à Benoît Viro, là, mon éditeur d'Attila, il est présent aussi. Et en fait, au moment de le publier, moi je me suis dit, mon co-auteur Nicolas m'avait dit, bah écoute, tu peux le publier sous ton nom parce que tu l'as beaucoup retravaillé, ou on peut le publier sous 2 noms. Et en fait, moi, en tant que lectrice, je suis pas sûre que j'aurais envie de lire un roman écrit à 4 mains. Parce que je sais pas, je crois que quand j'achète un livre, j'ai envie de me plonger dans l'univers de quelqu'un, et donc voilà, je trouvais ça un peu dommage de publier sous 2 noms, donc je me dis soyons fous,
inventons un ultime personnage qui serait l'auteur. Et donc on a inventé Urbano Moacir Expedit qui est censé, comme il y avait beaucoup d'influence en fait, comme a dit Anaïs, le roman se passe à la fois en Allemagne avec des personnages italiens, quelques personnages français et finit dans une tribu amérindienne fantasmée dont toute la civilisation, toute la culture repose sur la langue et sur le verbe. Donc à partir de là on s'est dit on va faire comme si ce texte avait été écrit en portugnole, qui est une langue dont je croyais qu'elle n'existait pas. En fait, il se trouve qu'elle existe. Et c'est une langue qui est parlée à la frontière des pays hispanophones et lusophones, donc Brésil, Paraguay, Uruguay et Argentine. Et puis un peu avec le pari, je sais pas si Benoît me suivait là-dessus, mais je me suis dit, on va voir si un vieil auteur argentin, ça vend plus qu'un jeune auteur français. Ce qu'on a pu vérifier. Un vieil auteur argentin inconnu se vend mieux qu'un jeune auteur français. On a même une chronique sur France Culture où ils ont eu un petit peu de recul sur la traduction, mais pas tant que ça. Enfin, voilà. Donc voilà, c'était surtout, il y avait un jeu sur le langage et tout ça, et ça, peut-être que c'est ma part à moi, c'est-à-dire que j'ai aussi beaucoup envie de jouer sur la langue, mais comme en plus c'est un roman fortement politique, ça nous permettait aussi de mêler plusieurs utopies, aussi bien, enfin en partant du juif errant, mais le juif errant adapté dans un univers amérindien de peuples opprimés, etc. Beaucoup de dérision aussi sur la démocratie, d'où ce peuple qui parle tout le temps, qui blablate, et on pense que normalement ils vont s'en sortir comme ça, mais en fait c'est aussi l'échec de la démocratie et l'échec de la parole dans ce roman. Donc voilà. Alors ça me pète mon effet parce que moi je tenais vraiment à te présenter comme la traductrice et pareil. On l'a fait pendant longtemps et en fait moi au départ parce que j'assumais pas complètement le fait d'avoir retravaillé ce texte et tout ça, et puis c'est surtout que voilà, maintenant il se trouve que j'écris en ce moment un roman sur les Indiens Hopi qui sont une vraie tribu amérindienne. Et donc du coup, j'ai plus de facilité maintenant à me réapproprier cette exploration de cultures lointaines en essayant de les mettre en contact avec les nôtres. Donc voilà, je suis désolée d'avoir cassé ça. Pas de souci, mais je voulais pas casser la blague, tu vois. Moi, c'est la première fois que je le fais publiquement à Paris. Je l'ai avoué récemment en Savoie et à Paris, voilà, vous êtes... On est enregistré, hein. Ouais. Alors effectivement, ouais, comme tu disais, Palabre, c'est extrêmement riche et avec vraiment des facettes multiples. On a du vaudeville pur, de l'aventure exotique, du récit picaresque, une dimension réellement politique. Il y a à la fois... Enfin, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est l'énergie et l'humour qu'il y a, qui fait très Italo Calvino pour moi. Enfin, je pense vraiment au Chevalier Inexistant ou des personnages assez esquissés, des situations complètement grotesques. Et en même temps, il y a une vraie dimension tragique. Pour ce que tu disais, enfin, la mort des utopies, il y a à chaque fois que quelque chose une société trouve à peu près un équilibre, il y a l'avidité de quelques-uns qui bouleverse ça, et une fois que c'est déséquilibré, on ne retrouve pas, quoi. Il y a... Enfin, voilà, ça... Ouais, en voulant faire un truc très parodique, en fait, on s'est aperçu que jusqu'aux personnages les plus grotesques, en fait, en faisant des recherches, alors peut-être que mon co-auteur Nicolas, il avait lui la connaissance de ces choses-là et tout, moi je l'avais pas trop, mais par exemple, l'un des personnages qui est complètement absurde, qui est le médecin personnel du Führer, qui dans le roman est un type qui a fabriqué une drogue pour fabriquer des surhommes, donc en gros, il a fabriqué surtout des toxicomanes. Et en fait, en faisant des recherches sur le médecin personnel d'Hitler, on s'est aperçu que la réalité dépasse quasiment la fiction. Enfin, moi, c'est à la fin du roman, quand en essayant de me documenter un peu, je me suis aperçue. Et donc, j'ai senti que dans ce roman qu'on avait voulu extrêmement parodique, en fait, c'est pas si... Enfin, c'est une caricature de choses qui se sont passées tout au long du XXe siècle, quoi. Et voilà, on a un peu... Je pense que c'est aussi parce que c'est une question que je me suis posée là, maintenant, récemment. Je pense que en tant qu'écrivain, on est, alors certes, quelqu'un qui construit une œuvre et tout ça, mais en fait, on est surtout des filtres et on est traversé d'influences et tout ça. Et en fait, il y a des choses qu'on a intégrées sans même s'en rendre compte. Et voilà, Palabre, c'était le premier. J'avais fait l'expérience d'un point de vue intime avec les corcobaliseurs ou Jaslamite, mais là, je le faisais à une échelle quasiment plus politique, plus collective, quoi. Et donc,
les illustrations, parce que c'est pas juste la couve, hein, c'est hop là, se marient vraiment hyper bien avec le texte. Enfin, moi j'ai trouvé ça très chouette, à la fois la mise en page, donc à chaque fois la première page de chapitre est en rouge sur fond, non, blanc sur fond rouge. Les premières lignes des interchapitres, je sais pas comment on dit, sont en rouge, et les dessins en noir, blanc et rouge émaillent le texte. J'essaie de trouver un tableau, voilà, par exemple ce genre-là. Et je trouve que ça met vraiment bien, enfin c'est un texte qui fonctionne vachement sur les allégories, les métaphores, sur, enfin je pense par exemple à la bataille, là, le premier truc qui expulse Hirsute du bordel entre un grand carré et un gros rond. Et enfin on lit le truc et on se dit, enfin voilà, la percussion du cube et de la boule. On se dit mais voilà, c'est la métaphore, comment ça va se présenter, et on le voit, et ça c'est vraiment, enfin voilà, je voulais savoir. Ouais, réponds. Je cherche la réponse. Bah, juste avant que Donatien en parle, moi je vais dire comment un peu ça s'est passé. Donc quand Attila fait toujours des livres illustrés, enfin en grande partie, et donc avec Benoît on avait exploré un peu les illustrateurs susceptibles de travailler sur ce texte, et Benoît m'avait proposé trois illustrateurs, je crois. 3 graveurs. Ouais, mais c'est ça, parce qu'on voulait garder aussi l'idée, vu que c'est un livre qui se passe fin des années 30, il y avait aussi tout un travail d'édition et d'atmosphère qu'on voulait donner par les techniques. Et en fait, quand j'ai regardé les 3 propositions que m'avait faites Benoît, et quand j'ai vu le travail de Donatien sur son site, j'ai dit je veux lui, absolument. Alors qu'il n'y avait pas de dessin qui était immédiatement voilà, qu'on n'aurait pas pu appliquer directement au texte, mais il y avait un trait, une énergie là-dedans, et surtout un esprit de travail qui me plaisait beaucoup. Et donc je dis juste ça avant de laisser la parole à Donatien, c'est que donc on a travaillé un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que j'ai rencontré Donatien, il avait eu le texte et tout, et on n'a pas trop enfin j'ai vu les premiers essais assez tard, et en fait quand j'ai ouvert les documents que Donatien m'a envoyés, j'ai eu l'impression de rencontrer mes personnages pour la première fois, et ça c'était assez émouvant, parce que quand on écrit on a une vision assez cérébrale de nos personnages, mais pas forcément visuel, et puis voilà, il y a des tas de choses, et j'étais assez curieuse de voir comment ça pouvait prendre vie dans un dessin, et les dessins de Donatien étaient au-delà de toutes mes espérances, notamment sur les Farougios et tout ça. Trop gentil. J'ai pas eu l'occasion de te le dire encore. Il n'y a pas vraiment de questions hyper formulées, c'est ton ressenti sur ce... T'as eu accès au texte en cours d'écriture ou Ah non, moi j'ai eu le texte, bon après il a été un tout petit peu modifié, mais j'ai eu la version quasi définitive, et puis moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser un peu à du Marcel Aimé, enfin j'aime beaucoup cette espèce de... Il y a quelque chose d'assez profond, mais en même temps tout reste, l'écriture elle est légère, on lit assez vite, et justement c'est... Malgré ce que dit Bérangère, c'est assez visuel pour moi. Et donc, je voyais très bien les personnages, les scènes que j'avais envie d'illustrer. Si j'avais pu, j'en aurais fait 3 fois plus, mais au bout d'un moment, le roman a pris un volume considérable. Et puis, non, j'ai beaucoup aimé. En plus, il y a un changement. Alors, je ne savais pas que j'avais été choisi entre 3 dans une compétition serrée comme ça. Ça me fait plaisir. Mais en tout cas, on me dit souvent que j'ai un dessin un peu 19e, je ne sais pas pourquoi. Et comme ça se passe au début c'est plutôt là-dessus, mais donc j'ai commencé à faire des gravures pour les entêtes de chapitres, et puis on s'est dit qu'après, au contraire, un dessin à la plume un peu plus libre, ce serait bien par rapport à l'écriture qui est pas justement... Enfin, la gravure c'est un peu plus lourd, la gravure sur bois c'est un peu plus... Et là j'avais envie de faire quelque chose de plus léger, avec plein de personnages différents, et cette couleur rouge en fait elle a été choisie par rapport au roman, parce qu'à la base on ne savait pas... Ouais, on était parti un peu sur une bichromie, mais pas... Ouais, et c'est pas vraiment un rouge, c'est un orange, quoi. Et en fait, c'est par rapport à tout se passe autour de la couleur des cheveux de cette, entre guillemets, race pure que sont les Farougios, qui sont recherchés justement par les nazis. Parce que c'est une espèce de race sans mélange qui est presque parfaite.
Et on a décidé d'adopter la couleur des cheveux des Farujos qui sont roux. C'est pour ça que c'est rouge. La mise en page, ça se voulait un hommage direct aux collections de romans populaires et de romans d'aventure des années 20-30, comme le livre de demain chez Fayard, qui étaient des formats assez carrés, avec beaucoup d'entêtes de lampes sous forme de gravure, voilà. Ouais, tout est en gras. gras. Qui étaient devenus des gloires, mais qui faisaient que ça de manière industrielle. Et c'était que l'équivalent quand même des premiers livres de poche. Et comme il y avait ce format magnifique, cette justification incroyable, ça donnait une ampleur particulière au roman d'aventure. Et du coup, avec la graphiste, je lui ai demandé de travailler dans cet esprit-là. Et puis tout s'est intégré ensuite. Mais c'est chouette, ouais, parce que du coup, le texte et images s'intercalent vraiment. Le texte peut être rouge ou noir, les images rouges ou noires. Enfin, ça. Puis il y a quelques dessins s'entremêle vraiment. Comme on dit, in text, c'est-à-dire ouais. que la mise en page Oui. du texte épouse le contour du dessin, notamment la rampe de l'escalier du médecin personnel du Furin, qui fait des spirales, Ouais. et qui est censé donner le vertige au lecteur. Qui est un moment assez terrible du roman d'ailleurs, que je peux pas relire sans avoir mal au cœur. Mais... Voilà, alors Est-ce que tu veux en lire un Bah du coup, ouais, je vais bien lire. Enfin, il y a un autre passage, on le gardera peut-être pour la fin là, sur les différents. Mais là, pour illustrer les Farujos, donc c'est à la fois ce rouge et ce verbe débordant. Voilà, c'est un petit extrait. Donc au début de la partie où on arrive en Amérique latine. Chez les Farujos, l'éducation des enfants repose entièrement sur le verbe et le dialogue. Aussi est-il extrêmement rare, en dehors des exercices de rhétorique traditionnelle, qu'un fils s'oppose à son père de quelque façon que ce soit. Normalement, il n'en ressent jamais la nécessité. Mais dans la famille de la Ciudad, donc qui est la famille héros, enfin les trois personnages qui sont les héros de la partie Farujos, donc sont la famille de la Ciudad, les choses se sont toujours passées autrement qu'ailleurs. Jiménez et sa femme font partie de ces Farujos que distingue une formidable crinière rousse et dont le peuple dit qu'ils ont reçu du ciel l'éclat de l'intelligence. On les appelle les chevelures de feu. Quand Jiménez a rencontré Serena, il brillait déjà par sa science du discours, ses dons pour la stylistique, la rhétorique, la poétique. Serena, d'une beauté confondante, était connue pour ses amours multiples et son art du verbe courtisan. Les hommes étaient fous d'elle, elle le leur rendait bien. Parmi eux, Jiménez lui plaisait ni plus ni moins que les autres. Ce qui pour Serena a joué en faveur d'une union durable entre eux, c'est la respectabilité qu'elle pouvait trouver auprès de lui. Jiménez n'était pas seulement un grand orateur. Il appartenait également à une famille de riches fermiers producteurs d'un excellent fourrage très recherché des éleveurs de lamas. Il était incontournable dans la bonne société et personne n'aurait voulu se brouiller avec lui en colportant de mauvais ragots sur son épouse. Grâce à ce mariage, Serena a donc acquis, en plus de sa réputation de femme d'esprit, une position de femme d'honneur. Un jour, sans qu'Jiménez et elle l'aient vraiment voulu, un fils leur est arrivé. Par manque total d'intérêt et parce que c'était le premier, ils l'ont appelé Primos. Les premiers mois, sa présence ne les a pas trop gênés, mais par la suite, Jiménez a développé une allergie à ces babillages informes. Serena elle-même se désolait du manque de conversation de cet être surtout attaché au lait de chèvre et aux mièvreries des vieilles femmes de leur entourage. Pour s'épargner la peine de l'élever, ils ont engagé une nourrice, si vieille celle-là qu'elle en était presque débile. Au bout de quelques semaines, elle ne s'exprimait plus que par petits rires et chansonnettes idiotes. Effrayés, Jiménez et Serena ont vu dans cette déchéance l'influence néfaste de leur fils. Chez eux, une pièce fut dès lors réservée aux pestiférés du langage, avec qui ils tâchaient d'avoir le moins de contact possible. Ainsi, vers 7 ou 8 ans, à l'âge où les autres petits Farujos péroraient pour obtenir la moindre friandise et imitaient pour rire les joutes oratoires de leurs parents, le jeune Primos jouait tout seul avec les mots. Quand ils s'en sont aperçus, Jiménez et Serena en ont éprouvé une grande honte. Chez les Farujos, le jeu de mots est proscrit, au même titre que les paix. C'est une insulte faite au verbe, le signe d'une grande indécence. Plus tard, Primos s'est carrément mis à faire de la poésie privée de connecteurs logiques et truffée d'oxymorons. C'en était trop, ses parents le bannirent de la maison. Donc voilà, toute cette société qui repose sur le verbe, sur l'humiliation de ceux qui ne possèdent pas. On peut passer à Chasse Islamique.
Alors Chasse la Mythe, c'est pas la même ambiance et en même temps ça résonne vraiment avec Palabre. Enfin, il y a quelque chose entre les deux. Alors au niveau des couleurs déjà, c'est différent. Alors on est passé au bout. On est passé sur des trucs. Même sur la technique est super différente. Enfin, alors si je devais parler de l'univers de Bérengère, en parlant autant de Chasse la Mythe que de Les Corcobaliseurs, c'est pour moi, il y a à la fois un univers très simple et très épuré, qui a du conte ou de l'album jeunesse, de quelque chose de très presque naïf. Enfin, dans Les Corcobaliseurs, par exemple, il y a le truc que j'ai vraiment trouvé superbe, c'est cette ces dunes qui sont arrivées, et avec les bédouins, qui sont arrivés dans un endroit par une tempête, et puis tout le monde est resté là, et les bédouins ont continué à vivre, alors que c'est pas du tout l'endroit où ils sont censés être. Et j'ai trouvé ça, et c'est pas expliqué, il y a rien de scientifique, on s'en fiche, c'est comme ça. Et je trouve ça très chouette. Et c'est associé à une dimension soit philosophique, ou peut-être métaphysique, je sais pas, dans Les Corcobaliseurs, avec des grands termes très abstraits. Dans Chasse la Mythe, ça peut être une certaine violence ou cruauté vraiment propre aux adultes. Dans Palabre, c'est un côté politique, donc associé à vraiment une dimension très adulte. Et ça fait un mélange et un dosage qui est vraiment original et unique, j'ai envie de dire. Ma question était ridicule, mais je tiens à la formuler quand même. Avec Chasse la Mythe, tu réveilles la petite fille qui est en moi. Il y a vraiment un côté... pourquoi tu fais ça? Je pense que c'est toujours ce qui est un peu aussi troublant dans les bouquins, c'est que je pense que ça a dû réveiller la petite fille en moi aussi, sans doute. Enfin, mais sauf que c'était pas voulu, parce que j'ai pas du tout une écriture à destination de la jeunesse, ça m'a jamais traversé l'esprit. Et en même temps, par contre, je crois que j'ai une sorte de fascination, dont je pense pas qu'elle soit complètement malsaine, sur le regard des enfants, parce que généralement, voilà, il peut y avoir un regard plus acéré sur les choses, sur les situations, sur les sentiments aussi. Et puis surtout moins explicatif. Je trouve ça assez ennuyeux, Enfin, j'en ai lu de très beaux, des romans psychologiques anglais du 19e, mais voilà, c'est pas quelque chose que moi j'ai envie d'exploiter en écriture. Donc le fait de se placer du point de vue... Souvent mes personnages sont des enfants, ou des gens un peu naïfs, voire un peu débiles, et ça permet de faire l'économie de toutes ces explications psychologiques qui peuvent être un peu lourdingues. Dont par exemple la première version de Les Corcobaliseurs n'était pas exempte, parce que voilà, ça a été dans mon processus d'écriture, mais c'est quelque chose que je m'applique à gommer à chaque fois que je le vois apparaître dans le texte, pour laisser parler pour laisser parler les personnages, et puis surtout pour faire confiance à la langue aussi, qui peut exprimer ces choses-là. C'est-à-dire que tous les décalages psychologiques qu'il peut y avoir chez des adultes normalement constitués, on peut se permettre d'en faire l'élision dans la littérature, et de les faire passer par la langue, ce qu'on peut pas forcément faire à l'oral ou dans la vie en fait. Et donc le livre, ça permet un peu aussi ça. Et donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce... Donc, je précise, Chasse la Mythe, c'est pas du tout pour les enfants. Non. Voilà, on égorge un chien sur la table de la cuisine à côté du rôti et de la mayonnaise. Enfin voilà, c'est pas pour les enfants. Et du coup, donc le pochoir. C'est rigolo parce que par rapport à Palabre, c'est... Comment dire? Dans Palabre, j'ai eu l'impression que tu mettais en forme des choses... Enfin... Comment dire? Il y avait une énergie qui était mise en image, vraiment. Et dans Chasse la Mythe, j'ai l'impression que c'est le contraire. Il y a le cœur des choses qui est mis dans des formes abstraites. Je sais pas si je m'exprime bien. Palabre est très visuel, alors que le texte l'est pas tant que ça. Chasse la Mythe, les textes sont vraiment très simples et très dépouillés. Et par contre, la profondeur se retrouve dans les dessins, c'est beaucoup plus sombre. C'est... ouais, ce qu'on m'a dit, c'est souvent abstrait. Il y a deux manières de les lire. C'est les nouvelles de Chasse la Mythe, je trouve. Il y a un côté complètement sombre, ou à côté, au contraire, plus rigolo, plus... Et moi, j'ai choisi le côté sombre, sans doute, parce que je trouvais que le côté rigolo, il était assez parlant dans le texte. Donc j'avais envie
Enfin, c'est compliqué, j'aurais bien aimé aussi, peut-être que c'est le choix de couleur, d'arriver à faire quelque chose d'aussi riche que le texte, mais en une image, à chaque fois j'ai choisi de faire quelque chose d'assez allégorique par rapport au texte, à chaque fois de prendre une espèce d'image qui résumerait un peu tout l'esprit de chaque nouvelle. C'est ce que je voulais dire. Ça résumé. C'est que j'ai senti, mais j'arrivais pas à le dire. Donc c'est un peu un tableau général. Et donc c'est pour ça que c'est moins proche du texte peut-être que dans Palabre, mais parce que dans Palabre on a un roman, donc je me suis vraiment amusé à créer chaque personnage, à essayer de trouver la tête de Hirsute, à essayer de trouver la tête de chacun comme ça, et après à les mettre en scène par rapport au roman. Là, pour le coup, je me suis moins posé la question de personnaliser chaque nouvelle, mais plutôt d'en faire un espèce de petit tableau. De l'émotion, ouais. Et c'est pareil, là, t'as eu accès au texte. Une fois que c'était fini, que le recueil était constitué ou Ouais, t'avais des tafs quasiment finales. Là, je change toujours des virgules et des mots, mais enfin pas beaucoup, je pense. Je ne vais pas avoir les ébauches non plus. Mais voilà, moi j'ai pas plus de questions. Si vous... Là-dessus, sur Chasselamite, c'est-à-dire que c'est passé un peu la même chose que pour Palabre. Une fois que le travail avec Donatien s'était tellement bien passé sur Palabre, je crois qu'il y avait aussi, de mon côté, en tout cas, une confiance aveugle dans le... De mon côté aussi. De ce que ferait Donatien. Et de fait, je pense que ça correspondait assez bien. Alors après, voilà, il y a des gens qui nous ont dit, mais le texte est lui-même un peu ambigu à cet égard. Est-ce qu'il est mélancolique? Enfin, est-ce qu'il y a une tonalité davantage mélancolique que joyeuse dans Chasselamite? Le bleu a fait pencher du côté de la mélancolie, mais les textes de Donatien sont pas... Les dessins de Donatien sont pas tristes, les textes non plus. Donc je pense qu'il y a un équilibre entre... C'est peut-être plus l'étrangeté qui est bleue que la mélancolie de mon point de vue, mais voilà, il y a aussi eu... Ouais, ça dépend des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont très plutôt tristes et un peu dures, quoi, et puis des nouvelles au contraire qui sont plus enlevées. Après, elles peuvent être un peu cruelles, mais ça, c'est la vie. C'est ça qui est bien. Pardon. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu, pas lu, qui ont des questions? On peut lire un peu, hein. Moi j'aime bien lire, enfin ça donnera une idée à ceux qui n'ont pas lu, mais s'il y a déjà des gens qui ont des questions... Moi j'ai une question pour Donatien, en fait, en revoyant là les images de Palabre, je me dis, est-ce que tu t'es inspiré pour Palabre des artistes des années 30 ou est-ce que c'est une inspiration qui est régulière chez toi? Parce que là, en voyant les quelques pages, on voit un peu tout le catalogue de l'avant-garde. Il y a dans le dessin entre la boule et le carré, c'est le futurisme. Il y a une inspiration futuriste. Et puis, il y a, dans les scènes de ville, j'avais l'impression de voir un Georges Gross. C'est vrai que pour Palabre, j'y ai pensé, mais parce que je pense que c'est déjà mes influences en général dans mon dessin, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, là, c'était tellement servi sur un plateau que j'avais vraiment... c'était l'occasion, au contraire, de vraiment les exprimer en total rapport avec le texte. Parce que c'est vrai que Gross, par exemple, c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, Todix aussi. Et c'est des gens qui ont... comme ça, au début, ça se passe à Berlin, les années 30, ça m'a tout de suite parlé. C'est vraiment des types qui ont dépeint ça avec tellement de... Enfin, j'aurais du mal à m'imaginer... C'est presque eux qui me donnent... On me dit Berlin les années 30, je pense tout de suite à leur image, donc forcément ça influence complètement les miennes. Ensuite, de toute façon, ça fait partie également intégrante de mon dessin en général. Tous ces artistes-là, j'aime bien. Je trouve qu'ils ont une liberté dans leur travail qui est assez étonnante. Et donc là, ouais. Et puis l'outil s'y prêtait bien aussi, parce que je suis au trait. Et voilà. Et non, c'est vrai que même pour la couve, j'avais pensé à faire un truc très... Puis on a choisi pour finir une illustration du texte. Mais du coup, je crois que c'était aussi un peu ça pour moi qui était important. C'était au moment du choix de Palabre, pas pour Chasselamite, la question se posait plus parce que de toute façon, le travail s'était bien passé. Mais j'avais aussi envie d'un illustrateur qui développerait son univers dans le livre. Parce que des illustrations qui seraient juste des illustrations très en rapport avec le texte et où il n'y aurait pas de complémentarité entre les univers, mais plutôt un illustrateur au service d'un texte, j'aurais trouvé ça un peu dommage parce que voilà, c'est pas le propos
La littérature, elle existe aussi quand elle n'est pas illustrée. Donc si elle est illustrée, il faut qu'elle soit aussi l'occasion de donner, avoir un univers qui soit complémentaire plutôt qu'au service d'eux. Sinon, ça n'a pas de sens. On n'est pas dans le livre pour enfants, on n'est pas... Donc ça, c'était important. Et puis sur Chasselamide, je l'ai ressenti aussi comme ça. C'est des dessins qui existent aussi, qui existeraient tout seuls, quoi. Et d'ailleurs, le prochain projet avec Donatien, c'est lui qui fait les dessins d'abord, et ensuite j'écrirai... C'est que tu fasses lapsus. On va finir par croire que bah non, Donatien Expédité, c'est moi. En fait, Donatien a tout fait. Ouais, bah le prochain, vas-y, donc continue. Donc le prochain... Non, bah ouais, c'est ça, où Donatien ferait d'abord les dessins, et puis moi ensuite... Alors évidemment, ça serait pas un texte aussi long, parce que je vais pas surécrire les dessins de Donatien, mais voilà, il y a ce dialogue qui est possible entre nos deux univers, quoi. Et, je sais pas si ça se passe toujours comme ça, mais en tout cas, c'est agréable. Très bien. J'avais une question sur Palabre. Bon, déjà, je vous remercie pas pour la création de l'auteur, parce que moi je suis tombé dans le panneau. Comme beaucoup, il l'a dit à la radio. En plus, j'ai envoyé un mail aux éditeurs que je ne les connaissais pas, en demandant des informations sur l'auteur, savoir quand ça avait été écrit. C'était dans quelle radio Fréquence Paris Pluriel. Je l'ai pas eu, ça, si. C'est ça le son là? Ouais. Ah si, d'accord. Si, ça y est, ok. J'ai oublié le... D'accord, donc oui. C'est possible. Oui. Non, ça y est, Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que t'as arrêté au bout d'un moment. Bah oui, parce que les gens tombant dans le panneau, c'est gênant. Bah puis en fait... Ce livre aurait mérité d'être écrit par un C'est ça. C'est relativement cohérent, notamment sur la partie politique, parce que finalement, on connaît un peu l'histoire de l'Argentine dans les années 70. Ça colle assez bien. Donc, je m'étais pas trop posé de questions. Non, et ça aurait pu marcher. Et comme quoi, c'était pas... Le jour où on signe pour la traduction espagnole, c'est une énorme fête. Non, il y avait une autre dimension que j'avais vue aussi, donc au-delà de la dimension politique et un peu parodique du roman, c'était sur la transmission, la survie de la culture, on va dire entre guillemets nationale, parce qu'en fait les Farrugios sont devant un dilemme, soit ils rentrent dans la guerre ouverte avec les Gardanais, et comme ils connaissent pas la guerre et risquent de se casser les dents, ou alors ils se laissent phagocyter un peu par la culture gardanaise, je sais. Et ils perdent leur identité. Et du coup, c'est quelque chose que vous aviez voulu, au-delà du travail sur le langage dont vous parliez tout à l'heure. Non, c'est ce que je disais à l'heure, c'est des choses qui sont... Et vraiment, moi j'avais vraiment l'impression d'être dans un univers d'écriture complètement coupé de la réalité. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde imaginaire que je me serais gentiment construit, etc. Et en fait, il se trouve que toutes ces questions-là sont vraies. Et en fait, je pense qu'elles ont émané naturellement du texte. C'est-à-dire qu'en jouant avec toutes les utopies du XXe siècle, on arrive à un truc qui est finalement assez contemporain, qui est, oui, effectivement, à partir de quel moment une culture minoritaire peut survivre, à quel prix, est-ce que la simple confrontation avec une culture majoritaire, en fait, ne suffit pas d'elle-même à faire disparaître, à faire exploser le modèle interne. Et c'est des questions que qu'on n'avait pas du tout pensé à l'avance et qui en fait sont assez pertinentes et qui moi m'ont rattrapé maintenant parce que je travaille sur un roman sur les Hopi, donc qui sont une tribu amérindienne d'Arizona, qui sont parmi les dernières assez préservées parce qu'elles sont sur un territoire qui n'a jamais intéressé personne, ni les Espagnols, Enfin, ça commence à intéresser, mais bon, c'est un territoire très aride, donc même encore aujourd'hui, ils sont restés isolés. Et je pense qu'eux, ils ont réussi à maintenir ça, et c'est pas évident. Et même moi, en tant qu'écrivain, je suis en train de me demander si, écrivant sur eux, je vais pas ouvrir un peu la porte sacrée qui les protège. Donc, ouais, c'est des questions... Le monde m'a rattrapée. Je pensais vraiment pas être en contact comme ça avec le monde, mais le simple fait d'écrire sur quelque chose, de prendre position... et ne serait-ce que d'en parler, en fait, on est malgré soi embringué dans un truc. Et donc pour les Farrugios, ouais, c'était ça. Je pense qu'on avait ça en fond, mais c'était pas clairement le propos, et c'est ce qui se joue pour eux, quoi, à ce moment-là.
On peut peut-être lire un texte de Chasselamite, je sais pas lequel. Le texte titre. Le texte titre, ouais, c'est un peu le texte, c'est un peu le texte vedette, le texte titre. Ce chat-là, répétait toujours mon oncle, ce chat-là, on n'en fera jamais rien. Et de caresser jalousement son chien, blotti bêtement contre ses jambes au bout de la table. C'est vrai qu'on n'en tirait pas un profit énorme du chat, mais que voulez-vous? Il promenait sa grosse queue sur tous les meubles, déplaçant les moutons par troupeaux, déposant à leur place de ces épis de poils plus volatiles encore. Chacun de ces passages sur le vaisselier, toujours à l'heure critique des repas, était un moment de tension. Tati baissait la tête, mon oncle mastiquait nerveusement, suivant d'un œil mauvais l'évolution féline parmi les bibelots. Ma sœur et moi, témoins incrédules du mystérieux malaise, n'osions cependant pas intervenir en sa faveur autrement que par un haussement d'épaule. C'était un chat, voilà tout. L'aurions-nous tous laissé vivre sa vie, l'atmosphère des vacances s'en serait trouvée considérablement détendue. Mais pour mon oncle, il n'en était pas question. Nous lapions donc consciencieusement le fond de notre assiette sans insister. Dans la chambre du haut que nous occupions, elle et moi, quand le chat y transportait son auguste présence, nous tâchions d'oublier tout cela, l'oncle et son chien qui puait, la tante idiote, l'ennui des repas. Une mythe s'échappait du placard et nous clamions de concert. « Chasse la mythe! Chasse la mythe !» Assis sur son cul, l'animal nous regardait nous agiter, indifférent. Il pourrait pas faire un effort lui aussi, et lassés, nous écrasions l'insecte d'un coup de savate. Un jour que ma sœur, pour ses 10 ans, s'était vue offrir une brassière, nous décidâmes d'en faire un vêtement pour le chat. C'était l'été. Le soleil entrait par la fenêtre, mordant le lit où nous étions assis. La brassière était à rayures roses et blanches, avec de petits pois verts, autant dire ignobles. Considérant la taille du chat, on se mit d'accord pour un bonnet. Un peu arrangé, le bout de tissu semblait avoir été taillé à la mesure de sa tête, les bretelles à la bonne longueur pour le nœud. Maîtrisé par les mains petites mais fermes de ma sœur, le chat se vit enfiler le couvre-chef. Seule une oreille sur les deux ne trouvait pas à se déplier correctement. On pratiqua un trou, ainsi c'était parfait. Chasselamite remplit très honorablement son office d'amuseur les quelques minutes que dura sa torture. Crachant et marchant à reculons une patte après l'autre derrière la tête, il se débattait drôlement, provoquant notre joie. Il finit pourtant par trouver un coin de meuble pour se délivrer. Nous passâmes le reste de l'après-midi à regarder le bonnet jaisir à terre. Le chat avait filé, la chambre était à nouveau triste. Au dîner, nous fûmes heureux de le voir réapparaître, et cela sans doute se vit dans nos yeux. Mon oncle, ulcéré, mit en branle avec une force décuplée son manège masticatoire, et notre tante sa tête d'âne. Au regard de la quinzaine qu'on venait de s'enfiler, c'en était trop. Quoi, Chasselamite était bien la seule chose qui valût tripette dans cet univers de bout du monde, et il fallait encore laisser bafouer sa prodigieuse survie? Nous n'échangeâmes qu'un regard. Ma sœur fila sous la table et saisit le toutou qui ronflait stupidement au pied de notre oncle. Elle le posa sur la table, à côté du rôti froid mayonnaise. Je saisis le couteau à viande devant le verre de Tati et l'abattis sans ciller. Le sang coula sur la toile cirée. L'oncle resta la bouche ouverte un long moment avant de s'écrouler sur la table. Crise cardiaque. Ce furent les dernières vacances que nous passâmes en Dordogne. Voilà ce que disait Anaïs tout à l'heure sur le côté un peu enfantin. J'ai lu ça à des classes de collège de 12-13 ans là, en Savoie, c'était assez drôle. Il y avait la moitié qui rigolait et la moitié qui était complètement effrayée en disant « mais c'est horrible !» Et voilà. Je dis « mais il se passe rien pendant tout le texte, d'un seul coup ça se finit dans le sang. » Je dis « oui, c'est ça le principe. » Vous avez d'autres interrogations? Oui, Donatien, comment l'idée de la technique te vient à la découverte de texte? Bon, ça dépend de pas mal de choses en fait. C'est déjà de ce que je fais au moment où on présente un texte. Donc si par hasard là, par exemple pour Chasselamite,
j'étais en pleine découverte justement de cette technique de pochoir et je trouvais que ça allait assez bien. Ça permettait justement de faire des images qui sont très simples et donc qui vont à l'essentiel. Et ensuite, c'est un petit peu voilà, en fonction de ce que je suis en train de faire. Et puis du texte en l'occurrence. Là, ça s'y prêtait très bien parce que c'est... Mais pour Palabre, au début, c'est ce que je disais, j'étais parti sur des gravures et je le sentais pas trop, donc j'ai trouvé une technique qui était plus adaptée pour moi au texte, à ce que je veux aussi en illustrer. Donc, et puis c'est mon truc aussi de changer de technique à chaque fois. Je m'ennuie un peu quand je fais toujours la même chose, donc je change à chaque fois de... J'aime bien tout ce qui est images, dupliquer les images. Et la prochaine, ce sera quoi? Ah bah, il faut que je lise le texte pour savoir. Mais si tu fais les dessins. Que tu as fait, Ah, ça dépend, on a un autre projet. Donc, la technique où je ferai des dessins et ensuite Bérangère écrit, bah ça, je sais pas encore quelle technique je vais faire. Donc je m'y attelle, mais il faut que ce soit des images, à mon avis, assez parlantes. Je pense que ça va être du dessin assez simple. À la plume. Il faut qu'on voit avec Benoît, il faut qu'on en discute aussi. Est-ce que vous voulez continuer à discuter autour d'un verre? Ouais, on peut faire ça et peut-être finir par la lecture du début de Palabre qui est quand même assez rigolote. C'est Julien et... T'es prêt? Est-ce que tu veux bien lire le prologue aussi? Oui, je vais faire ça. Le début, ouais. La lecture que des voyelles. Que des italiques. Ach, Scheißen Metzen von Naturbordellum. Au milieu de la forêt luxuriante qui jouxte la grande ville de Nuevo Rico, au cœur d'une contrée tropicale qui ne l'a pas vu naître, Hirsute von Spree tente vainement pour la énième fois d'extirper son corps meurtri d'une tourbe immonde. Il vient de fuir une guerre civile qui ne le concernait pas, il souffre de blessures qu'il ne méritait guère, infligées par des gens qu'il n'avait jamais vus. Dans sa course claudicante hors de la ville, l'essence brouillée par les vapeurs délétères de la forêt en décomposition, il n'a pas deviné les marais que d'immenses Ossipae colampsicus en fleurs cachaient à sa vue. Il s'est enfoncé comme un vulgaire pain d'épices dans du café brûlant. Il a longuement soupiré, longuement ri, puis longuement pleuré. Chaque hoquet aggravait sa situation de manière critique, alors il a commencé à se débattre pour sauver sa misérable vie. Et maintenant, pour se donner du cœur à l'ouvrage, il jure tout ce qu'il sait. Verdammt, Durchfall, Hanna Schloch, von Heilingfrau, kommt mich aus diesem Puff heraus, schnell, schnell! Je n'ose pas vous donner la traduction de ces mots-là qui sont de vraies insultes allemandes. Quelques mois plus tôt en Europe, durant l'hiver pluvieux de 1937. Dans les bas quartiers de Berlin, au dernier étage d'un bordel tenu par sa mère, la vie d'Hirsute von Spree suit plus ou moins son cours. Depuis quelque temps, lassé des mauvais traitements que lui inflige à tour de rôle la grande Mutter, les prostituées exténuées et les clients alcoolisés, il se réfugie dès qu'il le peut sous les toits de la maison, où il s'est aménagé un genre de réduit. Là, quelques heures par jour, il jouit d'une paix solitaire. Pendant quelques semaines, il a travaillé comme un fou à rendre les combles habitables, le plus silencieusement possible pour ne pas trahir sa retraite. Avec un soin méticuleux, il a fait en sorte que chacun de ses mouvements soit couvert par les bruits du bordel. À force, il est devenu expert en feulements sauvages, piailleries coquines, mugissements désespérés, glapissements frénétiques. Toute la gamme des râles sensuels expirés sur commande par les filles. Quand certains après-midi le bordel est calme, il joue à se les remémorer et à les agencer comme une partition musicale pour plusieurs instruments. Le souffle rauque et régulier d'Ingrid. Oh, 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 oh. Sur le rire gras de Catherine. Aïe, aïe, aïe. Avec en fond les soupirs de Grit. Viennent ensuite les hurlements suraigus de Julia. Aïe, aïe, aïe. Accompagnés des roulements de gorge d'Anke. Oh, ah, Le tout rythmé par des AA masculins essoufflés quasi apoplectiques. Hirsute est ainsi devenu le compositeur de centaines de symphonies coïtales,
qu'il est le seul mélomane à pouvoir apprécier. Voilà comment passent ses journées quand il n'est pas de service en bas à éponger les sécrétions, déjections et autres excrétions produites en grande quantité par l'entreprise de sa mère. Entre le ciel bas de Berlin et les profondeurs du bordel, un royaume secret et sordide à sa mesure. Cette petite vie anonyme coincée à la verticale aurait pu durer longtemps si, un funeste jour de décembre, un étranger n'était pas venu tout foutre en l'air. Alors qu'il se hâte silencieusement vers son antre par l'escalier de service, Hirsute perçoit dès le 2e palier d'inhabituels frottements dans la charpente. Arrivé dans les combles, il se dirige à pas de loup vers le paravent qu'il a lui-même dressé tout autour de son espace protégé. De là s'échappe un bruit sourd et régulier, comme si quelqu'un était en train de frapper à pleine main un gros oreiller. Passant en crabe derrière une poutre, Hirsute vient coller son œil sur une fente du paravent et découvre, embarqué sur son lit, un gigantesque gars velu, en mouvement, dont la masse corporelle cache une frêle créature à qui il murmure des obscénités dans un sabir anglo-allemand au fort Roland italien. Ah, my love, my Liebling, che culo, ma che culo du hast, un culo like una Madonna. Hirsute n'a d'autre choix que de contempler en silence le spectacle de son intimité violée. Les draps sont à terre, mêlés de vêtements militaires, foulés par des croquenots. L'intrus n'a gardé sur la tête que sa casquette d'officier. Les 2 énormes touffes de poils qui couvrent ses épaules le font ressembler au général d'une armée de singes. Il a placé la masse adipeuse de son ventre sur le derrière de la fille et soulève le tout comme une feuille. Les 2 mains agrippées à ses hanches, il effectue des allées et venues lentes et majestueuses, agrémentées de petits coups rapides aléatoires. À chaque mouvement, celle qui semble n'être qu'un hocher entre ses pattes disparaît presque entièrement sous le quintal de chair, puis reparaît la tête brinque-ballante, le regard éteint, complètement indifférente à la marée. Pour Hirsute, le coup est rude. Mia a beau être décharnée, absente, droguée, et n'avoir plus de féminin que sa longue chevelure rousse. Elle est le seul être du bordel auquel ils tiennent. Il vénère sa crinière chatoyante, et quand elle gît perdue dans ses brumes narcotiques, il vient longuement caresser ses boucles par-dessus les barreaux de sa tête de lit. Mais cette fois, Hirsute ne peut rien faire. Tapi dans l'encoignure du paravent, il ne peut rien faire pour sa protéger. Malmenée par le général des singes, Mia tressaute au rythme de l'escalade. Cela finit par lui arracher un gémissement. Hirsute en a un frisson terrible qui fait craquer le plancher. L'intrus tourne alors la tête et découvre Hirsute. Son visage s'éclaire. Oh, amico, you like that? Ah, 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 l'arte de trattare un culo all'italiano. Puis, en sueur, il se remet aussitôt à l'ouvrage. Mia, échouée sur l'oreiller, s'enfonce inexorablement à chaque nouvelle secousse sismique. L'envoi final ne va pas tarder. Horrifié, Hirsute se bouche les oreilles pour ne pas entendre son lit céder sous l'amas de chair transalpine. Open your eyes, bambino. Le monstre se cambre pour prendre du recul. Hirsute se cache les yeux pour ne pas voir l'avalanche de poils et de graisse qui s'abat sur Mia. Sa tête roule en dehors de l'oreiller et tout son corps se trouve bientôt recouvert par la marée humaine. La petite musique de ses soupirs se perd dans les profondeurs du lit. Le général se dégonfle peu à peu comme une baudruche pour s'échouer telle une baleine contre le paravent. Au bord du sommeil, sa main cherche à caresser distraitement la seule chose qui dépasse de Mia, une touffe de cheveux roux et frisés. Ragazza, you must be so contenta. Le général finit de miauler dans le vide avant de faire entendre les prémices d'un ronflement énorme. Collé au sol, Hirsute guette les bruits qui parviennent des étages inférieurs. Le ramdam a sûrement donné l'alerte. Quelqu'un ne va pas tarder à monter. Puis merci. Merci à vous. Merci.